cette présentation du 13e CNRA Pitch sur la formation. Alors, je vais vous partager mon écran avec la presse qui a été partagée par tout le monde. Je ne vais plus vous voir, hein, comme d'habitude, donc vous n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un peut faire rentrer les participants au fur et à mesure, si c'est possible? Si vous avez la main, n'hésitez pas. Oui, Normalement, vous devez pouvoir le ok. faire. Merci de les faire rentrer. Je partage la presse tout de suite. Et donc, je vous rappelle que le CNRA Pitch, est-ce que vous voyez la presse là? C'est bon? Parfait. Ok, Oui. super. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que le CNRA Pitch? Rapidement, c'est donc un webinaire de 1h30. On va terminer à 12h30 pétante pour pouvoir vous présenter des sujets en lien évidemment avec la résilience alimentaire qui ont pour objectif donc de présenter notamment les solutions des membres du CNRA de façon très interactive. On a un acteur clé qui va faire une présentation générale un petit peu large. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles Maréchal qui va nous parler des Journées nationales de l'agriculture. Et après, on va avoir une demi-douzaine d'acteurs qui vont pitcher, donc un peu en mode speed dating, comme on dit, en 5 minutes, leurs solutions. Comment elle répond à la thématique du jour, donc se former pour la résilience alimentaire. Et enfin, comment cette solution va contribuer, ce faisant, à la résilience alimentaire des territoires. Vous savez que c'est notre sujet chouchou au CNRA. Voilà pour le programme. Un petit rappel rapide pour ceux qui ne connaissent pas bien le CNRA encore. Donc, c'est une association qui fêtera l'été prochain ses 5 ans d'existence, donc qui a été créée lendemain du premier confinement et qui vise à vraiment fédérer les acteurs autour des enjeux de la résilience alimentaire des territoires. On marche sur 2 pieds qui sont très importants pour nous. Le premier qui est territorial et le deuxième qui est transversal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas un think tank, nous ne produisons pas de grands rapports. Nous, notre propos, c'est vraiment au CNRA de réunir les acteurs du système alimentaire au sens large. Donc non seulement du champ à l'assiette, comme on dit classiquement, avec tous les acteurs de la filière, producteurs, transformateurs, distributeurs, mais aussi les acteurs qui vont œuvrer au quotidien pour l'alimentation et le système alimentaire du territoire. Donc, ça va être aussi bien les collectivités territoriales, les membres du gouvernement, les acteurs de la recherche, de l'enseignement. Et le deuxième pied sur lequel on avance, c'est une approche très territoriale, donc qui se veut ancrée sur le terrain, parce que nous sommes convaincus que la résilience alimentaire ne pourra devenir très concrète qu'à partir du moment où les acteurs de terrain s'en saisiront de façon opérationnelle. Donc c'est pour ça que nous avons développé 3 axes de travail en particulier. Vous les avez sous les yeux, relier, influencer, outiller. Donc relier, ben, on est un hub. C'est vraiment le lieu de l'échange, du partage de bonnes pratiques. Quand je dis hub, l'objectif, c'est pas de fédérer les acteurs et de les garder chez nous bien serrés au chaud. Bien au contraire, venez, enrichissez-vous tout d'abord du réseau, de nos expertises, de nos solutions, pour après repartir très clairement sur le terrain, enrichi de tout ce que vous aurez trouvé de très concret surtout. Je vous invite à fermer vos micros là, dans ceux qui sont arrivés, s'il vous plaît. Allô, est-ce que vous pouvez fermer le micro? Merci beaucoup. Deuxième axe de travail, donc influencer. On se voit pas du tout comme un lobbyiste, mais quand on a créé le CNRA, on s'est bien rendu compte que quand on prenait le temps de vraiment expliquer ce qu'est la résilience alimentaire, que c'est une approche collective et non pas individuelle. Mathilda, tu as levé la main, tu veux parler? Hermine, tu es toujours sur la première slide. Oui, c'est normal. Ah oui, ok. Ouais, c'est normal. Merci. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir expliquer bien ce qu'est la résilience alimentaire afin de s'en saisir de façon très concrète et opérationnelle et d'en mesurer les leviers, les freins et surtout de se saisir des solutions qui vont œuvrer pour ça. Et enfin, outiller, parce que c'est pas le tout de donner le cadre. L'objectif, c'est d'avancer
et de pouvoir permettre à tout un chacun de se saisir de ces sujets-là. Donc, on a une boîte à outils avec un guide de bonnes pratiques. On a publié sur le Salon de l'agriculture avec AFNOR. On a un baromètre, on a une formation qu'on va vous présenter. Et l'objectif, c'est effectivement de compléter cette boîte à outils. Donc, voilà pour la présentation un peu rapide du CNRA. Je vais maintenant passer la parole à Gilles, mais avant, je rappelle pour les petits retardataires le programme. Donc, on va parler de la formation aujourd'hui. Notre guest star est Gilles sur les Journées nationales de l'agriculture. Et derrière, nous aurons une demi-douzaine de pitchs qui seront très chronométrés. Donc, je rappelle, 5 minutes de présentation chacun, plus 2 minutes de questions-réponses. Et après chaque intervenant, vous aurez un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à vous en saisir. Et quand vous prenez la parole, merci donc de lever la main et d'ouvrir micro et caméra. Merci beaucoup pour votre écoute. Gilles, à toi, le dance floor. Merci Hermine, je me sens privilégié avec 20 minutes de présentation. Donc, vous m'entendez bien, c'est bon? Donc, Gilles Maréchal, je suis directeur d'Agri-Demain. Je vais vous parler effectivement des Journées nationales où il y a notamment un acteur qui est à l'origine de ces Journées nationales de l'agriculture, c'est Agri-Demain. Donc, quelques mots sur Agri-Demain avant de vous présenter les journées. Agri-Demain est une association aussi qui a presque le même âge que le CNRA. On a 6 ans d'existence et l'objectif de l'association est de montrer la réalité de l'agriculture au grand public, d'expliquer les pratiques et de montrer, je dirais, toutes les contributions positives par le biais d'un réseau d'ambassadeurs. On a 300 ambassadeurs agriculteurs sur le terrain qui sont bénévoles, qui acceptent d'ouvrir leur exploitation, de passer du temps, de se former, donc pour expliquer en fonction de leur production ce qu'ils font sur leur exploitation et, je dirais, d'expliquer comment ils travaillent en agriculture. Notre slogan rejoint un petit peu le CNRA, je pense, vu ce que tu as dit, Hermine, et tout au long de la présentation, je pense qu'il y a des points communs, c'est être un pont entre l'agriculture et la société. Donc, notre rôle, nous, au niveau national, vis-à-vis de ces ambassadeurs, c'est de proposer des événements et dans lesquels ils se retrouvent. Donc, c'est par exemple, on a organisé la fête des moissons. Nous étions présents, pour ceux qui nous ont vus, au Salon de l'agriculture au travers d'une table d'hôtes, qui réunit des agriculteurs de chez nous, des ambassadeurs, des chefs cuisiniers, et d'expliquer justement, depuis la production jusqu'au consommateur, la filière en donnant la parole, en montrant un petit peu comment cette agriculture évolue. Et finalement, tu peux peut-être présenter la slide, je ne sais pas si laquelle passe, si tu peux être sur la 3e slide, s'il te plaît. Donc, les Journées nationales de l'agriculture, quand en 2020, au moment du Covid, nous avons entendu le président de la République dire que c'était une folie de confier l'alimentation et la souveraineté alimentaire à d'autres. Et ça nous a un petit peu posé question en disant, bon, effectivement, le président de la République a l'air de dire que la ferme agricole, tout le système agroalimentaire tient au moment du Covid, il en a pris conscience, c'est très bien. Et donc, on a eu l'idée de lui écrire en disant, faisant une lettre ouverte, en disant, Monsieur le Président, c'est très bien, vous dites que notre secteur a tenu et que vous le confortez par vos propos, mais il y a une façon très simple de le remercier, c'est de créer une journée nationale de l'agriculture. Excuse-moi, Hermine, quelle est la slide que vous voyez? Parce que moi, je vois toujours la première. On voit toujours la première. Ah, non, moi je suis passée sur la thématique du coup. Ça passe pas. Tu es en mode présentation, je pense, Hermine. Oui. Je suis en mode présentation, c'est-à-dire... non, c'est présentateur, on ne voit pas. Il faut que tu avances. Ah, là, ça bouge. Là, on est tous ensemble. Attends. Bon, c'était histoire de montrer le visuel quand même, si tu peux. Si, non, mais moi je le vois bouger chez moi, c'est bizarre. Oh, je suis désolée. Vous ne le voyez pas? Bon, c'est pas grave. Je continue. Ouais. Alors, là, tu as avancé, mais c'est encore le CNRA pitch. C'est pas grave. Et donc, quand on a envoyé cette lettre au président de la République,
Donc, en lui proposant de créer une journée nationale de l'agriculture, il nous a dit pourquoi pas, et il a proposé juste avant, voilà, ça serait très bien, il a proposé encore un petit peu avant, merci beaucoup. Voilà, et il a proposé de confier à son ministre l'étude de créer cette journée nationale de l'agriculture. Et nous l'avons également publié sur le journal du dimanche. Ça a eu un certain écho. Et du coup, on a été contacté par une fondation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la fondation make.org, qui fait des consultations citoyennes et qui avait justement fait une consultation citoyenne sur l'alimentation. Et parmi les actions qui étaient proposées dans cette consultation, qui interrogent les Français sur une thématique donnée et leur donne la parole pour faire des propositions, c'est différent d'un sondage, une consultation, eh bien, il y avait la proposition d'organiser une journée nationale du patrimoine agroalimentaire. Donc, ils ont vu que nous, on voulait créer une journée nationale agriculture. On s'est rencontrés, ça a matché, on s'est paxé. Et donc, nous avons créé les journées nationales de l'agriculture, 3 jours. Donc, le week-end, le premier week-end, enfin, début juin, avec la volonté, eux, ils ont mobilisé les partenaires, je dirais, de la société, et nous, on a mobilisé le monde agricole. Alors, donc les JNA aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 3 jours. Donc, comme les journées européennes du patrimoine, c'est le même objectif, et c'est de donner la parole au territoire. Donc, cette année, effectivement, c'est 6, 7, 8 et 9 juin, c'est la 5e édition, avec pour thème mieux comprendre l'agriculture pour mieux consommer. Quelques chiffres pour vous dire que cette 5e édition s'appuie sur les 4 précédentes. La dernière, en 2024, nous avons eu 1700 sites qui ont ouvert partout en France, et nous avons eu pratiquement 200 000 personnes. Donc c'est bien l'objectif, c'est que tout l'écosystème agricole ouvre leurs portes et puisse expliquer, recréer du lien entre tout l'écosystème agricole et les citoyens. Il y a énormément de choses qui se passent, le CNRA en fait partie, mais il y a énormément d'événements qui visent à expliquer, à proposer au grand public dans les territoires un certain nombre d'événements et d'actions de communication notamment, mais il manquait nous aussi, on veut rassembler, on veut pas fédérer, mais en tout cas, c'est une sorte de marque ombrelle pour, pendant ces 3 jours, montrer, expliquer, ouvrir les portes aux citoyens pour expliquer l'agriculture. En rebond du salon de l'agriculture, puisque le salon, c'est un peu les Français qui montent à Paris découvrir la ferme France, nous, c'est l'inverse, c'est au plus près des territoires. Si vous connaissez le principe des journées européennes du patrimoine, c'est une carte, les gens se connectent et regardent à côté de l'endroit où ils habitent, les 6, 7, 8, 9 juin, qu'est-ce qui ouvre? C'est un agriculteur bio, c'est une usine de tracteurs, c'est un restaurant, et ils s'inscrivent sur cette carte pour participer au JNA. Donc c'est un événement orchestre qui vise à fédérer un grand nombre d'événements. J'en cite quelques-uns. Par exemple, Agriculteurs Bretagne faisait une opération qui s'appelle Tous à la ferme. Les bio faisaient et font toujours le printemps bio. Les vignerons faisaient pique-nique dans les vignes, et petit à petit, on s'est rencontrés, et donc tous ces organismes, tous ces événements se passent. Ils gardent leur entité, ils gardent leur nom, leur communication, mais ils sont fédérés sous la bannière Journée nationale de l'agriculture. L'objectif, c'est de faire masse, et c'est que pendant ces 3 jours, on est vraiment un coup de projecteur sur l'ensemble des territoires, puisque c'est bien dans les territoires que ça se passe. Alors, nous, il nous semble que, on parle beaucoup du grand récit agricole, qu'il faut reconnecter, qu'il faut essayer de mieux expliquer ça au grand public, comment l'agriculture évolue. Nous, on pense que justement, c'est par toutes ces visites, ces découvertes, exploitation par exploitation, site par site, qu'on contribuera à raconter ce grand récit, parce que l'agriculture est diverse, elle évolue, elle est complexe, elle est difficile à expliquer. Et le grand public, lui, il adore les agriculteurs, certes, mais il méconnaît l'agriculture.
il la méconnaît, et pour lui, c'est une boîte noire. Donc, notre objectif, tous ensemble, et je pense que ce que tu as dit, Hermine, au travers de la notion de transversalité, la notion de pédagogie, ça se retrouve complètement dans les JNA, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, notamment aujourd'hui, pour justement montrer tout ce que l'agriculture fait, bien sûr en termes de production, mais comment ça évolue, en termes environnementaux. La notion de territoire chez nous aussi est très importante, la notion d'attractivité des territoires. C'est pas étonnant aussi qu'on voit, par exemple, Terram, l'Institut Terram qui vient de se créer, qui est un think tank sur le territoire et qui a fait des études approfondies sur cette thématique-là. J'y reviendrai pour vous expliquer un petit peu ce que nous, on a fait aussi sur 2025 là-dessus. La notion de l'alimentation, bien sûr, est très importante parce que on veut raconter l'histoire de l'agriculture par le biais aussi de l'alimentation. Et donc, l'an dernier, sur les thématiques, puisque nous avons une thématique chaque année, le thème, c'était justement la pédagogie je dirais, on a fait également une consultation citoyenne sur l'éducation à l'alimentation. On a voulu focaliser les JNA 2024 sur cette thématique parce qu'il nous semble qu'il y a un vrai enjeu et que les Français s'intéressent de plus en plus à l'agriculture, enfin reviennent à l'agriculture par le biais de l'alimentation et s'interrogent, se posent des questions, comme vous le faites au CNRA. Et donc, on a réalisé l'édition Journée nationale de l'agriculture sur ce thème, éducation à l'alimentation, avec une consultation citoyenne, là encore. Cette consultation citoyenne, c'était comment mieux éduquer nos enfants mieux éduquer et sensibiliser à mieux manger. Et nous avons eu quand même 80 000 participants qui ont été sensibles à cette thématique et qui ont fait des propositions, puisque je le répète, une consultation citoyenne, c'est faire des propositions. On a eu 800 propositions l'an dernier là-dessus. Ensuite, le savoir-faire de make.org en a trié un certain nombre. Il y en a eu 10 qui ont été retenus sur l'agriculture et 2 principales qu'on essaye de mettre en place. Et je pense que sur le thème aujourd'hui, notamment la pédagogie et la formation, ça peut vous sensibiliser, vous concerner. C'est les agriculteurs, comment on fait en sorte de les faire intervenir dans les classes pour expliquer leur métier aux plus jeunes, et à l'inverse, comment on fait en sorte que les classes puissent aller dans les exploitations agricoles, et on travaille avec le ministère de l'Agriculture là-dessus. Cette année, on élargit un petit peu le focal. Bon, j'ai oublié de dire, pardon, qu'on a un parrain aussi ou une marraine chaque année sur la thématique. L'an dernier, c'était Nicolas Chaban avec C'est qui le patron. Bon, vous voyez bien un petit peu par rapport au lien avec l'alimentation, le fait qu'il essaye de redonner justement du pouvoir et je dirais, du financement aux producteurs par rapport à toute la filière de la consommation. Donc, c'était très intéressant. Et cette année, donc, dans un mois à peine, nous avons cette édition Mieux comprendre l'agriculture pour mieux se nourrir. Donc, l'enjeu, et là, vous êtes tous concernés, et je vous invite, puisque le site, l'édition est pratiquement bouclée dans un mois, on y sera. Donc, si vous êtes intéressé, quelle que soit votre activité, vous pouvez vous inscrire au GNA, vous pouvez ouvrir et expliquer ce que vous faites, puisque mieux comprendre l'agriculture, il faut aussi qu'on fasse un effort pour mieux l'expliquer, pour que le citoyen comprenne et en tire des conséquences sur son acte de consommation, sur son acte de se nourrir, justement à partir du moment où il comprendra mieux l'ensemble de la filière et notamment celle de la production. Alors, je veux bien que tu avances, s'il te plaît, pour la slide suivante. Alors, pour réaliser ça, effectivement, on a un certain nombre de partenaires. On a besoin d'avoir des partenaires financiers parce qu'il y a un coût, parce que les 1700 sites dont je vous parlais, ils reçoivent un kit de communication. Là, ça va arriver dans les 8-10 jours, avec les affiches, les affichettes,
les goodies, puisque on l'a vu dans chaque site, en gros, les visiteurs, ils viennent à 30 km autour des sites visités. Donc, il y a une véritable campagne d'affichage, il y a de la communication au travers des réseaux sociaux. Nous avons eu l'an dernier 1200 articles de presse en presse quotidienne régionale. Et ça, nous, on en est très fiers parce que c'est vraiment notre cible, c'est les territoires, c'est les régions. Encore une fois, c'est là où vivent les gens, d'être au plus près de chez eux. Et donc, nos mécènes nous permettent de réaliser ça. Et ils sont là depuis le début, depuis 5 ans, donc on est aussi fiers. Et puis, le partenaire institutionnel, c'est le ministère de l'Agriculture qui nous octroie son haut patronage depuis le début. Et depuis cette année, depuis l'an dernier exactement, pardon, il y a un financement qui nous est accordé, puisque dans le cadre justement de la campagne sur l'éducation à l'alimentation, le ministère a voulu nous aider sur la consultation citoyenne notamment. Et il y a 2 événements qui sont soutenus par le ministère, c'est la Semaine du goût et les Journées nationales de l'agriculture. Donc cette année, on va voir comment on fait plus de liens entre ces 2 événements. Et puis surtout en bas, vous voyez les partenaires réseau. Bon, on ne les a pas tous mis, mais il y en a presque une quarantaine. Ben, c'est vous, hein, vous en faites partie, sans qui on n'aurait pas d'exploitation, on n'aurait pas de site qui ouvrirait. Donc les partenaires réseau, c'est aussi extrêmement important. C'est de montrer justement de quoi se compose l'agriculture, comment elle évolue, pourquoi il y a un certain nombre de spécificités qui sont traitées par telle ou telle organisation, vous les connaissez pour la plupart, et donc c'est grâce à ces réseaux que l'on peut réaliser les Journées nationales de l'agriculture. La marraine, cette année, on a réussi à enfin avoir des marraines, on est très contents parce qu'on n'avait que des parrains jusqu'à présent. C'est Gabrielle Alperne. Alors Gabrielle Alperne est une philosophe qui travaille beaucoup sur la notion d'hybridation. Il me semble que ça peut vous parler aussi, sur la notion de transversalité. C'est vrai qu'un agriculteur, on le voit, il est de moins en moins seulement un producteur. Il est un producteur d'énergie, il est un producteur de services, il entretient le territoire, il fait quelquefois, il lance un atelier chez lui, donc il a une proposition de consommation directe avec le consommateur. Il travaille aussi sur la communication. Bon, bref, il y a cette notion d'hybridation qui me paraît très importante et qu'elle met en valeur de façon très pédagogique. Et puis, nous avons également Julie Andrieux, qui est une journaliste culinaire que vous connaissez sûrement, qui nous fera une vidéo la semaine prochaine, enfin, qui a déjà fait la vidéo, et qui, elle, plus l'aspect grand public et pour sensibiliser sur les Journées nationales de l'agriculture. Enfin, je voulais aussi souligner si tu veux bien passer après la slide suivante, que je le disais, sur le territoire, donc le lien avec la résilience alimentaire, comme tu l'as dit, recréer du lien, du dialogue, de l'écoute. Je pense que le fait d'ouvrir son exploitation, d'ouvrir ses portes déjà pour l'ensemble de l'écosystème agricole, c'est déjà créer un sentiment d'empathie vis-à-vis des visiteurs, vis-à-vis du citoyen, en leur disant on vous invite chez nous à venir partager, dialoguer, peut-être aussi poser des questions, parce qu'il est certain que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, le citoyen consommateur se pose de plus en plus de questions. Encore une fois, il adore les agriculteurs, mais il se pose des questions sur la trajectoire de l'agriculture. Quelle est cette trajectoire que l'on veut proposer dans les 5 à 10 ans à venir? Et nous, on pense que plutôt qu'un grand schéma qui va tomber d'en haut, national, qui, même qu'on le veuille ou non, on a du mal à le mettre en place, et il y en a déjà eu par le passé, ça n'a pas très bien fonctionné. Il faut recréer d'autres moyens de dialogue, de discussion et d'élaboration avec différentes parties prenantes. Et modestement, nous, on veut apporter notre pierre au travers de ces rencontres, au travers de ces ouvertures, de cette posture d'écoute. Alors, par exemple, nous avons travaillé cette année avec Bouche ton coq et on est en train de réaliser une étude sur le rôle des commerces citoyens dans le milieu, dans les territoires. Qu'est-ce que ça apporte au niveau social, au niveau bien sûr d'apporter des services
dans les milieux les plus, entre guillemets, les moins desservis. Et on a réalisé, et elle sera présentée aux Journées nationales de l'agriculture, une fresque du mieux manger local. Donc, c'est d'expliquer au travers deux produits. Bon, la notion de fresque, vous la connaissez, hein, c'est avec des cartes, c'est pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est des cartes qui explicitent un petit peu, là en l'occurrence, la filière pour élaborer un steak haché. Quels sont les différents acteurs impliqués, quels sont les enjeux qui se posent à la fois pour la production, pour la transformation, la distribution, la consommation. Et puis le deuxième produit, c'est le yaourt. Donc ça sera présenté aux journées, puisque sur l'ensemble du territoire, les sites sont ouverts, on a 400 sites pour l'instant, 400 inscriptions. J'espère qu'à l'issue de cette présentation, on donnera envie à d'autres d'y participer. On espère atteindre 2000 inscriptions dans un mois. Et nous sommes présents à Paris au travers, pour la deuxième fois, parce que vous savez, quand on veut attirer les journalistes, il faut aussi être présent à la capitale. Et pour incarner ce que sont les Journées nationales de l'agriculture, on a une quinzaine d'organisations qui nous font l'amitié de participer au travers d'un stand depuis la semence sur cette thématique, encore une fois, mieux comprendre l'agriculture pour mieux consommer. Aux arènes de Lutèce, c'est dans le 5e arrondissement, parce que la maire du 5e est très mobilisée et je dirais qu'elle met en application un peu toute cette notion de résilience alimentaire sur son sourcing, par exemple des cantines, sur le fait qu'elle essaye de lier culture et agriculture. Il faut savoir que le 5e, c'est l'arrondissement au monde où il y a le plus de librairies, je l'ai découvert, et nous allons faire les Journées nationales en même temps que le Festival du livre, et on aura une librairie qui sera présente dans les différents stands présents aux arènes de Lutèce. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je suis prêt à répondre à vos questions. J'espère vous avoir donné envie de participer et d'être des acteurs pleins et entiers pour cette 5e édition des Journées nationales. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation. Alors, je vous laisse lever la main si vous voulez poser vos questions en live. Main et micro, c'est toujours plus sympa. Cyrielle, à toi la parole. Merci. Bonjour, merci beaucoup Gilles pour cette présentation. Donc, moi, je suis coordinatrice de la filière légumineuse en Occitanie. Oui. Et donc, merci Hermine aussi de nous offrir cette possibilité d'assister à cette visio. Gilles, je vous ai envoyé déjà de mails pour demander la procédure justement pour inscrire des événements parce que donc nous, on a 90 membres dans notre réseau et la filière légumineuse, on a tout intérêt à proposer voilà, vision filière, comme vous venez de le montrer un exemple pour le yaourt, par exemple. Oui. On a déjà des choses là-dessus. Donc, j'aurais aimé mobiliser notre association et nos adhérents pour proposer. Alors, ça me paraît un peu court pour 2025, mais en tout cas, déjà commencer à s'inscrire dans la démarche pour les années futures. Et je vous ai répondu ce week-end, c'est ça que j'allais vous... Non, c'est pas vous? Oui, Si, vous c'est m'avez ça. dit mardi sans faute. Et je suis en retard, pardon. Et je suis en retard, voilà. Mais c'est vrai qu'on est un peu au taquet là, avec les ponts en plus. Mais bienvenue, et puis on va essayer de rattraper le retard. Merci beaucoup. Merci Cyrielle. Il y a une question en ligne en attendant que des mains se lèvent. Gilles, quelles sont les synergies avec De Ferme en Ferme, qui sont des portes ouvertes de fermes qui existent à travers la France? Alors malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a une différence d'approche, entre guillemets, syndicale en quelque sorte, puisque si ma mémoire est bonne, De Ferme en Ferme, c'est tenu par la Confédération paysanne, et on les a contactés à plusieurs reprises et ils n'ont pas souhaité. Nous, on est un peu œcuménique. On a dans notre réseau un certain nombre de partenaires qui font partie des partenaires classiques de l'agriculture, que ce soit les chambres d'agriculture, la FNSEA, les GIA, et certains d'entre nous, enfin certains les participants de Ferme en Ferme n'ont pas souhaité se joindre à nous. Et en plus, je pense que c'est actuellement, c'est un petit mois avant. Bon, mais c'est vrai qu'on peut pas rassembler tout le monde, mais on pourrait sûrement trouver des ponts. En tout cas, nous, on est disposés à le faire, parce que je crois que c'est une opération aussi qui marche très bien.
Merci beaucoup. Michael, à toi la parole. Merci. Petite question sur la territorialisation et le lien avec les collectivités locales, en fait, qui sont des acteurs, mais que je n'ai pas bien identifié enfin, voilà, dans votre présentation que vous avez pu citer. Je représente l'ANPP, j'interviens juste après, enfin, je ne sais pas quand, mais j'interviens après sur également une fresque, qui sont des acteurs incontournables, effectivement, sur la question de la résilience, en fait. Bien sûr. Alors, nous avons sensibilisé à la fois les départements au travers de l'Association générale des départements, les régions également. Bon, ça répond doucement. On a simplement la région Île-de-France qui s'est impliquée et qui mène une action spécifique et qui soutient les Journées nationales de l'agriculture. On a eu quelquefois des départements comme l'Aveyron où ils ont vu l'intérêt aussi de s'impliquer là-dedans. Sinon, si vous pouvez nous aider à le faire, nous, on ne demande pas mieux, mais pour l'instant, il y a une participation plus que, enfin, qui est très molle sur l'ensemble de ces collectivités. C'est peut-être à nous aussi à revoir la façon d'aborder ces organisations, mais en tout cas, c'est vrai qu'elles ont un rôle important à jouer quand on notamment avec les PAT, par exemple, ben là, on a par contre des PAT nombreux qui sont inscrits. On en avait 60 l'année dernière, je ne sais plus à combien on va être cette année, mais en tout cas, on a beaucoup de PAT avec qui on a des actions et des sites qui ouvrent sur la thématique de cette année. Juste en réaction, Hermine, si tu me permets, dans nos territoires, donc les pays qui sont porteurs des PAT en très grand nombre, en fait, on a identifié plus de 120. Vous avez la NPP avec laquelle vous échangez maintenant. N'hésitez pas à nous solliciter. Donc, Fédération des pôles territoriaux des pays. Très bien, c'est noté. Merci. Laure, à toi la parole. Oui, bonjour. Merci Bonjour. Gilles pour cette présentation. Donc moi je suis de Cap-Veggie. Je rejoins Cyrielle sur. Je trouverais que ça serait super d'avoir dans les filières des filières végétales, donc que ce soit légumineuses ou peut-être céréales sur comment on fait les pâtes, etc. Je vois que un de vos sponsors c'est Panzani, donc je pense que ça aurait du lien et de promouvoir le végétal, c'est un peu notre dada. Et la deuxième, ma question, ce serait comment on peut aider justement à promouvoir ces journées-là. Est-ce qu'il y a des kits de communication? Qu'est-ce qui a le plus d'impact selon vous pour que nous, on se mette à disposition? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui marche le mieux en termes de relais? Alors, pour le début de la question, bon, on a sollicité depuis un certain temps les interpros, hein, notamment, vous parlez des productions végétales. Bon, on n'a pas réussi pour l'instant à avoir un partenariat concret. On a essayé avec Intercéréales encore cette année, puisqu'ils ont un réseau en plus d'agriculteurs, de céréaliers qui sont un peu comme Agri-Demain. Bon, malheureusement, ils ont d'autres objectifs, donc on continue et pour la première fois, on a réussi avec l'élevage, puisque le CNIEL fera partie, et on est très satisfait de cela, des arènes de Lutèce. Ils auront un stand avec une salle de traite adaptée aux plus jeunes et aux citoyens pour expliquer le fonctionnement d'une salle de traite et toute la filière. Alors, pour nous aider, écoutez, c'est déjà en parler, effectivement. On a un site, il y a tous les éléments dessus, c'est journéeagriculture.fr. Vous avez des outils qui sont à votre disposition. Vous avez les différents outils de communication adaptés au réseau. On est à votre disposition aussi pour faire une visio, si vous le souhaitez, avec vos membres. Et puis, il va y avoir aussi la marraine qui intervient dans différentes régions. Donc tout ça, on prend contact et on voit comment on peut répondre à cette sollicitation. On est à votre disposition. Et merci en tout cas de le proposer. Merci beaucoup Gilles, merci Laure pour la question. Avez-vous d'autres questions? Sinon, on va passer à notre tour de piste du Cénérapitch. Ok, eh bien c'est parti. Séverine, je crois que c'est toi qui vas commencer à parler de nous, de la présentation du CNRA, de la formation du CNRA. Est-ce que tu es là avec ton micro? Oui. Super. Alors, tu as pu ouvrir ta vidéo aussi? Là, vous ne me voyez pas? Si. Si, c'est bon.
On a c'est tout. OK? Le son, l'image, c'est Super. parfait. À Génial. toi le dance floor. Super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Séverine Larouille, membre du CNRA depuis à peu près 4 ans et dans la vie, formatrice, consultante sur la filière tourisme et comment amorcer à tous les niveaux plus d'actions en faveur de la planète et de l'humain. Aujourd'hui, je suis un peu le porte-parole de la formation résilience alimentaire qui a été d'abord, je le souligne, un travail collectif. Donc, je ne suis qu'une des voix qui a travaillé dessus. Pourquoi on a travaillé dessus? Alors déjà, ce travail nous a pris plus d'1 an. Et on a travaillé dessus tout simplement parce qu'il y avait une envie collective de créer une formation qui permette une première acculturation à la notion et aux enjeux de la résilience alimentaire. Et puis permettre un début d'action opérationnelle du concept de la résilience alimentaire dédié à un territoire. Comment on l'a pensé? Donc, c'est un format qui intègre d'abord une approche territoriale. C'est une journée qui est dédiée, la formation n'a lieu que sur une seule journée et en présentiel. Elle est dédiée à un territoire donné et à ses enjeux en matière de résilience alimentaire. Deuxième point qui est intégré, c'est un format plutôt hybride. On l'a pensé avec des temps de travail en groupe, avec des outils d'intelligence collective, des temps de transmission, bien entendu, de base théorique et une visite de terrain. Et dans un troisième temps, c'est un panel de stagiaires diversifiés auxquels on a beaucoup tenu, qui permettent de mobiliser les différentes parties prenantes d'un même territoire du système alimentaire et ainsi de favoriser un dialogue entre les différentes parties prenantes. Le déroulé, avant de vous parler des objectifs, le déroulé, donc je vous ai prévenu que c'était sur une journée entière pour ne pas mobiliser trop longtemps toutes les parties prenantes. Sur 2 parties, donc la matinée qui va être davantage orientée sur la la matinée va être sur la compréhension de ce qu'est la résilience alimentaire. Donc dans un premier temps, à peu près 1h30, on va tenter la culture commune. Donc, le système alimentaire et ses parties prenantes, essayer de le comprendre, et puis aussi les enjeux clés, bien entendu, de la durabilité de notre système alimentaire. Et dans un deuxième temps, on va aller sur ce qu'est la résilience alimentaire et mon territoire. Donc, de nouveau, on redéfinit ce qu'est la résilience alimentaire, mais aussi pourquoi c'est si important d'agir sur mon territoire et quelles sont les problématiques majeures qui se dégagent de celui-ci. On fait un déjeuner tous ensemble parce que voilà, on parle quand même résilience alimentaire, donc il est temps de partager un moment agréable. Et ensuite, l'après-midi est davantage orienté sur, le fait de passer à l'action. Et donc, dans un premier temps, on va agir. Donc, nous, on a décidé de le penser en tant qu'atelier de co-développement pour traiter collectivement 2 problématiques qui sont identifiées et qui sont liées au territoire, donc qui sont vraiment concrètes pour développer un plan d'action. Et dans un deuxième temps, on va aller faire une visite terrain qui est plutôt liée à une initiative, à une entreprise du territoire toujours, qui va inspirer dans sa manière de traiter la résilience alimentaire. Et les objectifs qu'on s'est donnés vraiment pour cette formation, c'est d'avoir une meilleure compréhension, je l'ai déjà dit dans le déroulé, des enjeux de la résilience alimentaire territoriale, mais aussi celui de la coopération multi-acteurs. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans cette journée-là. L'appropriation de contenu du guide de bonnes pratiques qui a déjà été évoqué pour cette résilience, d'approfondir les connaissances, en tout cas de créer un socle commun de connaissances entre les différentes parties prenantes, d'explorer de façon plus opérationnelle parce que juste la théorie, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est comment on va essayer de s'approprier tout ce qu'on vient de comprendre pour le rendre plus opérationnel dans le territoire qui nous a commandé. Et la co-construction, bien sûr, avec l'atelier de co-développement pour créer un plan d'action ensemble et découvrir des initiatives locales parce que souvent, par moment, on a un filtre qui ne nous permet pas de les percevoir. Donc ça, c'est l'occasion. Le public visé,
tous les acteurs du système alimentaire du territoire, la totalité des acteurs. C'est essentiel pour la création de cette formation. Et d'un point de vue financier, il est question d'un budget de 5 000 € hors taxes pour l'ensemble du groupe et un nombre de participants jusqu'à 15 participants. Et je crois que je suis dans les temps. Parfait, c'est nickel. Félicitations, Séverine. Merci beaucoup. Avez-vous des questions à Séverine sur cette formation? Zéro question, ça a été crystal clear. Donc, je rappelle juste les 2 points particuliers de cette formation qui sont une entrée territoriale, et ça, c'est vraiment important, et le 2e point qui est le fait qu'elle n'est délivrée qu'à partir du moment où il y a un minimum de 4 types d'acteurs différents autour de la table. Ça, c'est une vraie particularité. L'idée, c'est pas d'avoir, entre guillemets, des clones ou des pairs autour de la table, mais vraiment cette diversité. Et le premier test qui a été fait à la Draft de Corse a plébiscité ce premier point en premier lieu, de fait. Voilà, voilà. Pas de questions? Zéro question? Ok, super. Je suis encore désolée pour le bug de début. S'il y a des problèmes sur l'affichage des slides, vous me le dites à nouveau, s'il vous plaît. Donc, on va passer à la présentation suivante. Héloïse, je te passe la parole. Si tu peux ouvrir micro et vidéo. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? On t'entend parfaitement et on te voit. Merci. Donc, je suis Héloïse Turc, je suis chargée de projet d'éducation alimentaire pour l'Association de l'alimentation durable, qui est une association qui vise à promouvoir une alimentation saine, durable et locale, en sensibilisant divers publics via des projets qui s'étendent sur tout le territoire national. Notre objectif, c'est de renforcer la résilience alimentaire des territoires en accompagnant différents types de publics, que ce soit les collectivités, les établissements scolaires ou encore d'autres acteurs locaux, dans la mise en place de projets éducatifs et structurants à impact. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est notre projet d'éducation alimentaire qui s'appelle l'alimentation, j'explore et je choisis. Et on avait une petite vidéo à vous partager. Est-ce que je peux partager mon écran, Hermine? Vas-y, vas-y. Ok, super. Est-ce que vous avez le son de la vidéo? Oui, c'est bon. Allez, donc bonjour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas vu. Je suis Émilie, je suis consultante en alimentation. Ça fait 10 ans que je travaille sur l'alimentation durable. Et en 2021, j'ai décidé de cofonder l'association de l'alimentation durable. On voit que le citron, on peut le manger toute l'année. Qui a pour objectif de promouvoir une alimentation saine, durable, locale, responsable, auprès de tout type de public pour accompagner en fait les consommateurs tout au long de la vie. Quand je cuisine avec mes 5 sens. Je m'appelle Antoine, j'ai 9 ans. On a essayé de travailler les 5 sens. On a goûté des choses. Tout à l'heure, il y avait des questions. Est-ce que si j'aime pas, c'est grave? Non, ce n'est pas grave. On a parlé de l'alimentation, on a fait des expériences, on a fait des mélanges. On a essayé de deviner ce que c'était. J'ai appris plein de choses. Je suis enseignante à l'école de Charmant, en CE1, CE2. L'alimentation, c'est un sujet très important. Avec le fait qu'il y ait des intervenants, ça dynamise un petit peu la façon de présenter l'alimentation en classe. Et là, avec les ateliers de ce matin, on voit que les enfants ils sont investis. C'est très intéressant. L'idée, c'est de travailler à la fois avec la cantine, à la fois avec les équipes pédagogiques, les équipes de direction, sans oublier aussi d'inclure les parents, puisque quelque part, tout ce qu'on essaie de transmettre à l'école, on aimerait bien qu'ils reprennent ces habitudes-là à la maison. Alors ça, c'est quoi? De l'amande. Je suis d'accord, ça, c'est l'amande. Je m'appelle Caroline Bail, je suis en fait cuisinière et éducatrice au goût. Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est de la vinaigrette, mais là ça s'appelle une émulsion. Alors l'atelier du jour en fait c'est un menu pour la restauration collective. Il y en a qui font la petite salade de carottes, d'autres qui font les wraps et derrière la salade de fruits. Premier objectif c'est éveiller les enfants aux aliments, aux épices, aux herbes aromatiques. Je pourrais les mettre une petite feuille de menthe rien que pour me faire plaisir à moi. Et surtout, faire confiance
pour pouvoir le goûter. On ne leur demande pas d'aimer, mais on demande de goûter. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai des sourires. Ils ont fait les tâches jusqu'au bout. On les voit qui sont heureux en fait d'être partie prenante de leur école et de leur alimentation. Bonjour à tous. On va aller ramasser des carottes. D'accord? Au sein de l'association, on ne développe que des projets qu'on peut évaluer dans le temps et on va mettre en place des actions répétées sur la durée et on va suivre en fait des mêmes groupes d'élèves de la maternelle jusqu'au lycée pour pouvoir accompagner la montée en compétences, la montée en autonomie, le développement de l'esprit critique des jeunes finalement pour qu'ils deviennent des citoyens de demain et des consommateurs avertis de demain. Alors du coup, ce projet, en agissant sur l'éducation, qui est un levier fondamental pour la résilience alimentaire, il permet de former à la fois du coup, les enfants et adolescents à comprendre les enjeux de l'alimentation durable, et aussi de manière plus indirecte de former les équipes pédagogiques en les accompagnant dans l'intégration de ces outils pédagogiques qui soient adaptés au programme scolaire, bien sûr. Ça permet de créer des ponts entre éducation et alimentation, qui sont des dimensions essentielles à la résilience alimentaire d'un territoire. Du coup, avec ce projet, l'objectif, c'est d'outiller les futurs citoyens, les mangeurs et peut-être potentiels futurs acteurs du système alimentaire afin qu'ils puissent faire des choix éclairés en matière d'alimentation. Ça permet d'encourager des comportements alimentaires sains, durables et adaptés aux enjeux de leur territoire. Ainsi, en développant cette conscience dès le plus jeune âge, on souhaite bâtir une culture alimentaire locale résiliente et capable de répondre aux défis sociaux, environnementaux et économiques de demain. Merci à tous. Merci Héloïse. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avoue, j'en ai une première. Est-ce que dans cette formation, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle commence dès le plus jeune âge et qu'elle aille jusqu'au lycée, parce qu'il y a certainement plein de choses à apprendre de façon très différente en fonction des âges. Mais est-ce que vous intégrez la notion de crise, de choc, entre guillemets, que ce soit pandémique ou climatique, et l'impact que ça peut avoir sur l'agriculture et donc l'alimentation de demain? Oui, alors ça, on ne le fait pas avec les plus petits, mais on a fait des ateliers cette année avec des 5e. Et les enseignants qui faisaient partie du projet, c'était leur demande en fait, de traiter tout ce qui était impact environnemental de l'assiette. Donc, durant cet atelier, on a pu aborder l'impact de l'alimentation sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la consommation en eau, sur l'intérêt d'une alimentation locale et de saison. Alors oui, bien sûr, on le fait, mais en ayant des propos adaptés, bien sûr, au public qu'on a en face et en gagnant en complexité avec l'âge des enfants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gilles? Votre micro est éteint. Ouais. Justement, est-ce que dans la formation, vous avez intégré ou peut-être après la possibilité de faire intervenir des agriculteurs ou de faire déplacer les classes dans les exploitations? Est-ce que ça a été envisagé et peut-être vous y avez renoncé pour la difficulté logistique, notamment en général, c'est ça le problème? Alors oui, c'est totalement dans le programme. Cette année, on va faire ça le 13 juin avec une classe en Charente. Mais c'est vrai que malheureusement, vous êtes au courant que votre profession a beaucoup de travail et parfois, en fait, on a contacté de nouveaux agriculteurs et on a eu des refus pour des difficultés à accueillir, enfin, à nous consacrer 2 heures de leur temps, c'est pas toujours facile. Mais c'est prévu justement de rencontrer des professionnels à la fois du monde agricole et d'autres domaines du système alimentaire. C'est totalement prévu dans le programme. Mais ça dépend en fait des demandes des établissements aussi. Merci. Cyrielle? Ouais, là-dessus, peut-être s'appuyer aussi sur les élus des municipalités. Et là, je prends une autre casquette que celle de la profession, puisque en fait, je mène ce type de projet pour ma commune. Et donc, on connaît très bien nos agriculteurs, on est très en lien avec eux et on organise des pas de temps qui leur conviennent dans leur charge de travail pour faire venir des classes sur site à pied.
en plus. Comme ça, on est vraiment environnementalement parlant hyper clean. Et donc, du coup, ouais, se rapprocher des élus des municipalités, tout simplement, pour créer ce genre d'espace-temps possible pour la profession agricole. Oui, totalement. Mais en fait, cet atelier n'est pas le plus fréquent, entre guillemets, les visites sur site. Donc, pour l'instant, on a eu affaire à ça qu'en Charente, pas dans les autres territoires. Merci Héloïse. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en ai une petite dernière. C'est quoi votre modèle économique? Alors, on lève des subventions des fonds privés et toutes ces subventions, elles ont permis de financer à la fois mon poste et de rémunérer les prestataires qui sont les animateurs et animatrices sur le territoire, qui sont des professionnels de l'alimentation, que ce soit des diététiciennes, nutritionnistes ou des personnes plutôt issues du milieu agroalimentaire. Et lorsque les établissements scolaires s'engagent à ce que notre passage soit au minimum 4 fois dans l'année, les fonds prennent en charge totalement les ateliers, enfin, le coût des ateliers, et les établissements scolaires n'ont rien à mettre de leur poche. Pourquoi au minimum 4 ateliers? Notre objectif, c'est vraiment de suivre les élèves dans le temps et de pousser les établissements scolaires à choisir un minimum de 4 et pas seulement un seul passage qui serait un peu moins impactant. Donc l'idée vraiment, c'est qu'ils n'aient rien à mettre de leur poche. Et cette année, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, on a eu besoin de 70 000 € pour mener 85 heures d'atelier. Ok, intéressant. Merci beaucoup Héloïse. Merci. Je propose que l'on passe à la présentation suivante. Michael, je te laisse ouvrir ton micro et je te passe la parole pour 5 minutes. Merci. Alors déjà, je tenais à féliciter Héloïse pour la dynamique, enfin voilà, l'initiative, et que d'intervenir après ce condensé de mignonnerie avec la vidéo est assez compliqué pour moi. Donc du coup, la NPP, Association nationale des pôles territoriaux et des pays, donc à me présenter. D'abord, en fait, donc c'est un des maillages de l'organisation territoriale. Vous avez les communes qui se regroupent en intercommunalité et cette échelle, enfin comité de communes, comité d'agglomération, communauté urbaine ou métropole, en fait, porte des compétences et ensuite nos territoires, donc des pays ou PETR, en fait, sont le regroupement de 3 à 4 PCI. Il y en a 268 en France et qui couvrent un peu plus de 60% du territoire national et 47% de la population. Pourquoi je vous présente la NPP au début? Parce que du coup, dans le cadre de mes fonctions, je suis amené en fait à intervenir régulièrement devant plusieurs types de publics ou collectifs, publics privés, en fait, ça va du conseil de développement, conseil de quartier à l'échelle communale, interco, pays évidemment, départemental, région. Et en fait, je me suis aperçu, enfin, on s'est aperçu qu'en fait, l'écosystème public dans son ensemble, en fait, était soit fantasmé, soit très approximatif. Et donc, l'idée étant de proposer un outil, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure en ouverture, Hermine, c'était en fait de savoir comment on outille en fait tous les collectifs dans leur capacité à agir pour mener les projets au niveau local par une meilleure compréhension de l'écosystème. Et donc, du coup, l'idée de la fresque, du coup, Gilles l'a évoqué au tout début. Donc, c'est un outil qui est maintenant éprouvé, la fresque du climat étant la plus connue. Donc, c'est un format de 3 heures où, en fait, un collectif, une communauté prennent le temps, et ça, c'est quelque chose de fondamental, de consolider leur propre vision de l'action qu'ils souhaitent voir mener ou du projet qu'ils ont pour leur territoire. Donc, c'est en là où en fait l'approche territoriale est évidemment importante, tu l'évoquais. J'ai évoqué la notion de pédagogie, de transversalité qui est au cœur justement de cette fresque. Et dont évidemment la question de l'alimentation est un des sujets incontournables depuis de nombreuses années. Comment elle s'organise cette fresque? Elle est séquencée en 3 temps. Premier temps, alors je ne sais pas si vous voyez, en fait il y a la notion de territoire. Donc qu'est-ce qu'on entend par territoire? Donc du coup, ce sont des communautés, ce sont des fonctions du territoire
territoire, ce sont des organisations spécifiques. Ensuite, on a un second temps qui est en fait acteur et facteur d'influence. Donc, un territoire, évidemment, il est soumis en fait à tous les aléas qu'on appelle les méga-tendances, pour ceux qui connaissent, donc à prendre en compte naturellement, mais aussi sur les acteurs d'influence. Donc, on redresse une cartographie de l'ensemble des acteurs au niveau local pour savoir en fait à qui s'adresser, quels sont les liens qui existent entre eux. Et ensuite, le troisième temps, qui est la notion de projet territoire ou d'action, et en fait, où on rappelle la méthodologie de projet, comment on organise son territoire. Alors, donc, le séquençage, qui va évidemment du diagnostic, enfin, de l'état des lieux, au diagnostic, le financement, l'animation, la valorisation, l'évaluation, la com aussi, bien évidemment, et en lien avec les principes et les valeurs du développement local. Donc, en fait, une fois qu'on a séquencé tout ça, en fait, vous retracez, bon, il y a des images qui vous l'illustrent, vous retracez, en fait, enfin, vous redispatchez l'ensemble des tuiles, en fait, qu'on appelle, donc avec des cartes. Et l'idée étant, c'est d'avoir cette vision d'ensemble, en fait, que tout est systémique. C'est-à-dire que quand vous êtes sur territoire, quand vous parlez d'alimentation, on va prendre vraiment cet exemple, quand on parle d'alimentation, on parle en fait de circuits courts, on parle de santé publique, on parle de mobilité, on parle d'emploi et de réemploi, on parle de traitement des déchets. Et donc, en fait, voilà, c'est quand vous appuyez en fait, sur une de ces touches, en fait, ça a une incidence sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'était pour avoir vraiment cette immersion en fait, dans l'écosystème public comme on pouvait l'avoir. Alors, nous, on est plutôt sur une approche collectivité, en fait, d'où j'émane en tant qu'ANPP, mais en fait, on s'adresse à tous les collectifs. Et donc, à ce jour, on a un peu plus de 1000 personnes en fait, qui ont déjà suivi cette fresque, qui, pour la petite histoire, a été lancée le 17 juin dernier. Donc, l'actualité politique de l'époque nous laissait assez peu de place, je le rappelle, pour ce genre de choses. Mais en fait, voilà, on a relancé. Donc, en fait, c'est bien l'idée de redonner du sens donc, dans l'engagement, alors qu'on a tous autour de cet écran. Et d'un point de vue très concret, en fait, donc c'est des ateliers. En fait, on a des fresqueurs. Donc, le fresqueur, c'est le nom qu'on donne en fait à l'animateur d'une fresque. Donc, le fresqueur, on a un collectif par région, donc du coup qui est mobilisé donc pour les 3 heures pour justement former et accompagner sur le collectif et animer cette fresque. Ça s'est vérifié à chaque fois. En fait, ça permet à des collectifs qui ne se connaissent pas forcément, mais qui vont être amenés à bosser ensemble. Donc, c'est des personnes qui sont autour d'une action type un PAT, bien évidemment. Mais pour ceux qui connaissent aussi, c'est les programmes leaders, en fait, qui sont une déclinaison du FEADER, en fait, en tout cas sur le volet non agricole. Donc, c'est comment on anime le tissu économique local. Et donc, en fait, c'est voilà, ces collectifs qui récemment encore sollicité la fresque. Très rapidement, je pense en plus avoir tenu pile poil mes 5 minutes. Parfait. Voilà. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que vous avez des questions pour Michael? Moi, j'ai un peu la même petite question que tout à l'heure. Dans tes acteurs/facteurs d'influence, est-ce que sont aussi bien traités les enjeux un peu crise, choc systémique, notamment? Tout à fait. En fait, il y a, pour vous dire aussi un petit peu, on a sur la base de ces retours de fresques, en fait, la question de l'alimentation est un des sujets, est un des 5 principaux sujets qui remontent. Le premier, en fait, au niveau national, en fait, hein, quel que soit le territoire, c'est la santé. La santé est le premier sujet, en fait, qui importe, en tout cas, et qui est une source d'inquiétude. Le deuxième est en fait évidemment l'évolution. Alors on appelle ça la solastalgie. C'est en fait c'est l'évolution de l'environnement et que c'est une source de stress pour l'individu qui évolue au niveau local et qui voit son environnement changer sans pouvoir avoir de prise en fait sur cette évolution. Donc cette question effectivement des facteurs d'influence est traitée et en fait est largement évoquée. Je vous le dis, le troisième sujet est en fait la question de la mobilité. Le quatrième du pouvoir d'achat et le cinquième de la question de l'alimentation. Donc en fait, ton engagement, Hermine, en fait, sur cette question de la résilience alimentaire est au cœur et parmi les 5 sujets principaux identifiés dans le cadre de ces fresques. Merci, Michael. Y a-t-il d'autres questions?
Pas d'autres questions, super. N'hésitez pas, hein, vous voyez les QR codes à chaque fois sur les praises, à les scanner. Et puis, on vous partagera également le support partagé aujourd'hui après le CNRA Pitch. Ben, du coup, on va passer à la suite. Laure, à toi la parole. Si tu peux ouvrir ton micro, je te donne la main pour 5 minutes. Ok, eh ben, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Laure Mardoc. Je suis la fondatrice de KVG. Nous, on s'adresse principalement aux équipes de restauration, que ce soit les cuisiniers, mais aussi les gestionnaires, les directions de restaurants en restauration dans les collectivités territoriales. Et en fait, comme on l'a vu aujourd'hui, chaque pan en fait, du modèle agricole, notre modèle agricole et alimentaire, il est impacté par la transition écologique. Et en France, en fait, notre gastronomie, elle est amenée à se moderniser. Et le défi principal, en fait, pour être plus résiliente, c'est l'enjeu majeur de la végétalisation de l'alimentation. Notre gastronomie, elle est tournée autour de la viande et du poisson. Et du coup, comment on fait pour que les légumes, les sauces, les céréales, les légumineuses, etc., deviennent les stars d'un plat et de l'assiette? C'est du coup notre mission avec KVG. Donc, nous, on a un institut de formation professionnelle. Donc, des formations, on en a plusieurs. Mais on accompagne en gros la restauration collective et commerciale, donc la restauration professionnelle, pour qu'elle continue à nous régaler, à nous épater avec une cuisine plus végétale. Donc, on forme des équipes, on fait aussi de la création de recettes pour eux. Et on a une formation qui marche très, très bien auprès des équipes de restauration collective qui s'appelle Diversifier son offre végétarienne et qui marche sur 3 pans. En fait, on s'est rendu compte que pour que les cuisiniers, on parle beaucoup du modèle agricole et du fait qu'on va perdre énormément d'agriculteurs et qu'il y a une crise de vocation, etc. C'est un peu la même chose sur les cuisiniers. Hein. On a plutôt une population vieillissante, notamment en restauration collective. Et en fait, pour qu'ils s'emparent de ces enjeux-là, on s'est rendu compte qu'il fallait leur donner du sens. Et la restauration collective, finalement, c'est l'endroit où aujourd'hui se transmet le patrimoine culinaire français, puisqu'on malheureusement on cuisine de moins en moins à la maison, et puis c'est aussi une égalité des chances face à ce patrimoine qu'on peut partager. Et en fait, une fois qu'ils savent pourquoi ils doivent cuisiner plus végétarien, les cuisiniers, ils s'en emparent. Donc, on leur donne les enjeux de la transition écologique sur ce plan-là, et aussi des savoir-faire techniques, puisque nous, on est cuisiniers de métier, et donc du coup, on leur fait voir des nouvelles recettes, des nouvelles associations, des nouveaux produits, etc., pour faire du végétarien de manière savoureuse. Aujourd'hui, on fait environ une centaine de formations par an. On forme 1000 cuisiniers. Et en fait, ce qui nous intéresse avec la restauration collective notamment, c'est l'effet de levier, puisque en formant 1000 cuisiniers, on arrive à toucher plus d'1 million de convives, puisqu'on forme notamment des cuisines qui font des gros volumes, plusieurs dizaines de milliers de couverts par jour. Et donc, du coup, voilà, notre objectif un peu à nous, c'est que dans tous les restaurants et notamment dans toutes les cantines, que ce soit entreprise, l'hôpital, les universités, le scolaire, etc., il y ait des options végétariennes de qualité qui fassent qu'on se régale autant à manger un steak qu'à manger un dalle de lentilles. Voilà. Et la petite phrase qu'on dit, c'est « Parmentier nous a fait manger de la pomme de terre, KVG vous permettra de manger végétarien partout en France ». Et c'est pour ça que, du coup, aujourd'hui, on rejoint le CNRA pour nous rapprocher d'autres acteurs du changement. C'est passionnant, là, tous les acteurs que j'entends, et notamment sur l'amont. Nous, on est un peu plus sur l'aval, mais et de nous aider à grandir, et nous aider à grandir dans le bon sens, en promouvant le terroir végétal français, et en faisant en sorte que la gourmandise soit toujours au rendez-vous. Si tu termines par la gourmandise, on va tous te suivre. Merci beaucoup, Laure. Laurent, à toi la parole. Non, bravo, super projet. Et je me demandais, donc vous avez dit que vous travaillez avec les cantines scolaires. Comment c'est reçu dans les cantines scolaires et comment ça avance? Alors, c'est reçu de manière assez disparate. On a des chefs qui sont très réfractaires, et en fait, on prend vraiment le temps à la fois de leur dire que le but, c'est pas que tout le monde devienne végétarien. On le sait, voilà, on a besoin pour un modèle plus résilient d'avoir de l'élevage, etc. Mais qu'ils sont garants de rendre cette transition gourmande.
Et en fait, nous, on met beaucoup d'humour, on met beaucoup de savoir-faire et on fait du pair à pair. Et donc, du coup, au bout de ces 2-3 journées de formation, ils sont vraiment contents. Et puis, ils ont des recettes qui sont facilement activables sur les sites. Et on a des très bons retours en fait de chefs où on a Ah, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi j'ai perdu Laure. Moi aussi. Ok, zut. C'était intéressant. Peut-être qu'on répondra à la question de Laure quand elle reviendra avec nous. Désolée, donc pour pas perdre le fil et permettre à tout le monde de prendre le temps de s'exprimer, je vais passer la parole du coup. Laure, t'es revenue? Non, elle Oui, n'est pas revenue. pardon, ça a Ah coupé? si, ok. Oui, on n'a pas entendu Excusez-moi. la fin de ta réponse à Laurent. Et Michael avait une autre question aussi, donc si tu peux terminer, si tu avais fini Du la coup, fin de ta réponse. généralement, il y a un peu d'appréhension avant qu'on arrive, mais des très bons retours à la fin avec des recettes qui marchent très bien auprès des enfants et donc qui plaisent. Merci beaucoup, Laure. Michael, ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Je disais merci pour la présentation. J'avais une question sur l'évolution en fait des végétariens en fait en France ou des flexitariens. Est-ce que vous auriez un petit peu les tendances et quoi les pourcentages? Est-ce que ça évolue vraiment? Et puis au niveau des profils, est-ce que on qualifie souvent les végétariens plutôt d'urbains et est-ce que ça se vérifie? Et voilà, donc un peu un panorama du véganisme. Waouh. En fait, la tendance, elle est vraiment drivée par les flexitariens. Le but, c'est pas du tout que tout le monde devienne végétarien demain, mais que voilà, on mange un steak et le lendemain, on mange des lasagnes aux légumes du soleil, par exemple. Et cette tendance, elle est vraiment majeure, puisque aujourd'hui, plus de 50% de la population, enfin, c'est le dernier indicateur à Harris Active et Réseau Climat, qui montre que plus de 50% de la population adhèrent au flexitarisme ou souhaitent manger plus végétal. Aujourd'hui, les végétariens, ça représente entre 5% de la population, mais c'est majeur, c'est quasiment 20% chez les 18-25 ans. Donc, on a une grosse tendance générationnelle. Et on a 3 facteurs qui font qu'on adhère plus à manger plus végétal. La question du genre, la question de l'urbanité et la question de la classe sociale. Donc, plus on est de classe sociale favorisée, plus on a tendance à manger moins de viande. Les femmes ont tendance à manger moins de viande. Et les urbains, aujourd'hui, ont tendance à manger un peu moins de viande que dans les territoires ruraux. Mais... Merci. Merci Laure. Personne ne peut te coller sur ce genre de questions. Je vais passer la parole à Laurent, mais juste Ah non, pardon, il y a une question dans le chat. Est-ce que tu travailles avec des chefs connus déjà engagés, par exemple Nadia Samut ou Emmanuel Davilma? Et me permets 2 secondes. Héloïse, tu as une question pour toi qui est arrivée un peu après. Je te laisse répondre dans le chat, s'il te plaît. Merci. Alors, je ne travaille pas encore avec des chefs connus, mais c'est une très bonne idée. Donc, merci Éléonore pour l'idée. Avant de passer la parole à Laurent, je tiens juste à rappeler, à dire que j'ai rencontré un chef cuisinier dans une école primaire en Bourgogne-Franche-Comté qui disait que les chefs qui réussissent à rendre un plat végétarien sexy pour les enfants méritent le prix Nobel. Donc, Laure, peut-être qu'il te sera bientôt décerné. Laurent, à toi la parole pour nous parler de ton projet, de ton atelier des agricultures durables. Ok, Pour 100 super. minutes. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je fais du conseil en marketing, de la production de contenu, beaucoup chez les agriculteurs pour valoriser ce qu'ils font avec des vidéos et des photos. Et je faisais historiquement une formation aux échos pour expliquer les sujets agricoles aux grosses entreprises. Ça faisait 140 slides. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Didier Moreau qui m'a dit, on va faire un truc zéro PowerPoint. Donc on est parti sur une idée d'atelier des agricultures durables. Donc, en fait, en gros, la question qu'on s'est posée, c'était, on entendait beaucoup parler d'agriculture régénératrice. Donc, on s'est dit, c'est quoi l'agriculture régénératrice et ce n'est pas quoi? Donc, on a créé un premier jeu sur le sujet. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il fallait replacer l'agriculture régénératrice au centre de toutes les agricultures dites durables pour mieux la comprendre. Donc, on a créé un jeu, c'est vraiment une fresque des agricultures durables. Il y a 3 parties, c'est d'où on vient en agriculture depuis la Seconde Guerre mondiale.
pour mieux comprendre les conséquences économiques, sociales et environnementales. Ça, c'est la première partie, c'est un peu de l'acculturation. Deuxième partie, on rentre dans toutes les agricultures dites durables, donc le bio, l'agriculture de conservation des sols, l'agriculture C'est fini à la demi. régénératrice, etc., Ouais. pour qu'on puisse bien les cartographier, notamment mondialisation, territoire, plutôt technologie, plutôt solutions naturelles. Et on cartographie les agricultures en termes d'impact, carbone, eau, air, biodiversité, pour qu'on comprenne le message clé. Il n'y a pas une agriculture dite durable, mais un ensemble d'agricultures dites durables qui répondent pas à tous les impacts, mais qui ont des aspérités plus ou moins fortes. Donc, quand on sort de cette partie-là, on a une vision plus claire, non dogmatique de l'ensemble des agricultures dites durables, et on passe à la troisième partie, qui est vraiment un passage à l'action. C'est pour ça qu'on s'appelle atelier des agricultures durables et pas fresque. C'est qu'on fait bosser en fait les acteurs qui sont là sur comment construire des filières plus durables, plus écologiques, plus équitables. On cartographie l'ensemble des parties prenantes, du producteur au consommateur, mais aussi l'Europe, les syndicats, les ONG, pour qu'on ait tout le monde sur la table, et les participants vont mettre des post-it en termes d'action et de freins à lever pour construire des filières, par exemple, plus territoriales. Et après, on va mapper ces actions avec sur un axe impact et faisabilité, parce qu'on va chercher un plan d'action sur qu'est-ce qui est faisable en termes d'impact et qu'est-ce qui est plutôt rapidement actionnable. Donc, on est en gros ces trois parties, donc type fresque, ça dure 3 heures. On a un conseil scientifique d'AgroParisTech, de l'INRA, de Solagro, de Cantis. Donc, on s'appuie sur la littérature scientifique et on a monté cet atelier avec eux. On l'a lancé un peu comme tout à l'heure, la fresque de tout à l'heure. Il est tout neuf parce qu'on a bossé 2 ans dessus. Et on l'a lancé en juin. On l'a fait alors à la fois dans des grosses boîtes, chez Chanel, chez Unilever, Laboratoire Merrill Nutriscience, et aussi dans des PAT, parce qu'il y a notamment une demande des élus de dire j'ai besoin de cartographier les agricultures durables sur mon territoire et surtout de mieux les comprendre en termes de sémantique, de champ lexical déjà pour comprendre de quoi on parle, mais aussi d'impact associé pour justement ensuite, dans le cadre d'un PAT, dire voilà comment on passe à l'action quand je mets autour de la table les différentes parties prenantes, du producteur au consommateur, pour construire une stratégie territoriale engagée. Donc, on est 2 co-créateurs, c'est tout nouveau, ça dure 3 heures, on le déploie depuis juin. Et c'est un atelier qui, honnêtement, fonctionne bien, parce qu'on entend beaucoup parler de tous ces sujets-là, mais il y a quand même un manque de clarté, on en parlait tout à l'heure, de compréhension de quoi on parle quand on parle de durabilité de l'agriculture et comment l'agriculture tente de répondre à ces enjeux-là. Donc, du coup, on l'a voulu non dogmatique et on met autour de la table des parties prenantes issues vraiment d'horizons différents. Donc, ça peut être entreprise, PAT. Moi, je l'ai fait dans une ferme il y a 3 semaines, c'était super, parce que quand on fait ça aussi auprès des agriculteurs, ils sont hyper contents. Déjà, ils connaissent très bien le sujet, notamment en première partie, d'où on vient en agriculture depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont très contents de voir aussi les différents types d'agriculture durable qui existent, comment eux se projettent là-dedans, etc. Donc, ça fait à la fois office d'un côté, team building, acculturation, et pour les entreprises et les PAT, de passage à l'action. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On a bossé quand même dessus pendant 2 ans pour le mettre en place. Ça a été un long travail, notamment avec le conseil scientifique. On l'a lancé depuis juin. On est 2 créateurs. Donc Didier Moreau, c'est l'ex-directeur développement durable achat de Danone. Et on est en pleine phase de lancement de l'atelier. Donc pour les 10 secondes qui me restent dans les 5 minutes, on cherche, si vous avez des idées, des synergies, notamment parce que ça s'adresse aux entreprises, mais aussi donc au PAT. À l'enseignement, il va rentrer chez AgroParisTech aussi, l'atelier, et on l'a aussi fait dans le grand public, et j'étais assez agréablement surpris de voir que même dans le grand public, sur des sujets un peu techniques, ils sont très contents de comprendre ces enjeux-là, et notamment les débats dont ils entendent parler dans les médias, par exemple glyphosate, pas glyphosate, on aide à clarifier, à mieux comprendre ces sujets. Donc je suis à 5 minutes pile. Parfait. Merci beaucoup, Laurent. Avez-vous des questions pour Laurent? En attendant vos réflexions, moi j'ai une petite question qui s'adresse à toi, mais finalement qui peut s'adresser à tous ceux qui sont intervenus avant toi. Il y a quand même cet enjeu fort. Toi, tu travailles dans le conseil en plus.
à avoir un minimum de suivi, d'opérationnalisation des transmissions qui sont faites, que ce soit via du conseil ou via de la formation. Comment s'assurer, entre guillemets, que ce qui a été proposé est bien intégré, bien compris et surtout devient concret et en matière d'agriculture, en particulier sur le territoire des gens qui sont formés. Typiquement, juste avant, Laure, est-ce que les recettes transmises sont véritablement utilisées? Donc, est-ce que, du coup, Laurent, c'est à toi que je m'adresse, mais est-ce qu'il y a une notion de suivi et d'accompagnement dans la durée des personnes qui suivent ces ateliers? Écoute, merci pour la question. Et bah oui, parce qu'en fait, on l'a vraiment conçu, tu sais, pour un passage à l'action. C'est pour ça qu'on a une troisième partie, passage à l'action. Mais après, on a un parcours derrière qui est suite à l'atelier. S'ils veulent transformer leur chaîne d'approvisionnement agroécologique pour les aider, on a conçu une méthode qui s'appelle la méthode des 7 P, un peu un petit clin d'œil au marketing des 4 P pour les aider. C'est plutôt la casquette de Didier. Et puis moi, j'interviens après pour valoriser ce qui a été fait en marketing communication, mais dans un souci d'éviter le greenwashing. C'est quand ça va jusqu'à une valorisation de consommateurs, et où un plan d'action sur un territoire, ça sujet que ça s'appuie sur une stratégie solide, des indicateurs, que ce qu'on raconte, c'est baqué aussi derrière. Notamment, je prends l'exemple de l'agriculture régénératrice, où c'est un concept très porteur, mais il peut y avoir aussi des craintes de greenwashing sur le sujet. Donc, du coup, pour répondre à ta question, l'atelier nous permet d'acculturer d'un premier plan d'action rapide, et après, on a un parcours de formation et de suivi des organisations sur le sujet. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, eh bien, on va passer à la dernière presse. Johan, je te laisse ouvrir ton micro, ta vidéo, pour nous parler de ce que tu fais avec les insatiables. Bonjour à tous, merci beaucoup Hermine de nous donner la parole. Beaucoup d'actions très inspirantes juste avant moi, donc merci pour le partage. Nous, on va se situer aussi, comme beaucoup d'assauts précédentes, plutôt en aval de la résilience alimentaire, c'est-à-dire, oui, une fois qu'on a un terrain propice à une bonne agriculture, un terreau fertile à la résilience alimentaire, nous, on va venir sensibiliser et essayer de changer le plus possible les comportements des acteurs, que ce soit le grand public ou des professionnels. Et pour ça, on a l'association Les Insatiables qui agit. Donc nous, qui sommes-nous? On fait partie du groupe SOS. On a été créé il y a 10 ans au sein du groupe et on a commencé par la création d'un concours sur l'alimentation pour les chefs en EHPAD et pour les chefs en EHPAD du groupe. Donc c'est une activité qu'on a poursuivie et qui est plus du tout l'activité principale de l'asso, mais qui tous les 2 ans a toujours lieu à travers le concours Le Bon en Avant. Et donc, on promouvoit l'alimentation durable à travers ce concours et on met en avant des chefs qui ne sont pas souvent mis en avant, malheureusement, dans la vie de tous les jours. Et puis, on fait en sorte de faire ce grand concours national qui a lieu tous les 2 ans avec des parrains assez prestigieux. On essaye de leur donner un max de visibilité et de mettre en avant leur métier et leurs pratiques. Donc voilà, l'asso, elle fait ce grand concours. On fait beaucoup de prévention santé par l'alimentation, c'est-à-dire qu'on fait concrètement, on fait des cours de cuisine, notamment pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour les personnes en situation de handicap, pour les publics précaires aussi. Et donc ça, on fait 40 000, on a 40 000 bénéficiaires qui suivent nos ateliers chaque année. On a 1300 actions en moyenne par an. Voilà, donc je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais en tout cas, on a aussi cet atelier ce côté prévention. On a un catalogue de formation que j'évoquerai aussi un petit peu plus tard, pour former les professionnels de la restauration collective, notamment sur l'alimentation. Et enfin, le 4e volet de l'asso, c'est de faire de la recherche-action. Donc, on écrit des manifestes, notamment lors du concours, et on fait aussi des projets de recherche sur l'alimentation. Par exemple, on est en train de travailler sur un projet européen pour améliorer l'alimentation des personnes autistes. Mais pas que, on a aussi notre comité d'experts qui se réunit pour améliorer nos actions en permanence.
Donc voilà, qui on est. On est une quarantaine de personnes dans l'association, donc c'est quand même une grosse asso. Si on compte tous les petits stagiaires qui sont là et qui nous filent plein de coups de main hyper essentiels au quotidien. Mais en tout cas, on est une quarantaine de personnes. Voilà. Donc nos deux grands publics, vous l'avez compris, à travers la prévention, ça va être le grand public de manière générale, les personnes âgées, les jeunes, les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on fait en général et quel est le lien avec la résilience alimentaire? On a pas mal de visites de producteurs, donc ça fait un peu écho à différentes assos évidemment, mais qu'on a eu précédemment. Mais on va faire des visites de producteurs avec les bénéficiaires de nos programmes. Le but étant de faire découvrir le métier d'agriculteur ou de producteur et de lier tout ça à l'alimentation. On va avoir des ateliers aussi qui ont lieu dans des supermarchés pour aider les personnes à choisir leurs produits. Donc là aussi, le lien qu'on a avec la résilience alimentaire, c'est de mettre en avant tout ce qui est local et durable euh, dans l'alimentation et l'agriculture et de leur faire comprendre quel impact ça va avoir aussi, non seulement pour eux et les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, mais aussi pour le réseau local d'agriculteurs que de choisir des produits locaux. On va travailler aussi sur leur budget en général. Quand on fait des ateliers de cuisine, on va aussi travailler sur des ateliers spécifiques petit budget. Donc là, hyper important. Et puis, voilà, des questions qui sont prépondérantes maintenant dans plusieurs milieux, pour les seniors, pour les jeunes aussi, c'est des questions assez importantes. On va faire des ateliers de cuisine, donc on veut faire en sorte qu'ils mettent la main à la pâte et qu'ils travaillent les produits directement bruts. Donc on fait des ateliers de cuisine, des recettes anti-gaspi et des recettes qui ont un impact réduit sur l'environnement. Donc ça, c'est notre atelier de prévention avec les 40 000 bénéficiaires à qui on donne des ateliers régulièrement. Et on a aussi un catalogue de formation professionnelle, un peu plus à la façon CapVG finalement, où là on s'adresse aux professionnels de la restauration collective à travers une quinzaine de formations dans notre catalogue, qui va avoir une ADN développement durable et alimentation durable, évidemment. Mais pas que, aussi un aspect santé avec des techniques notamment pour alimenter les personnes âgées, avec tout ce qui est technique culinaire mixée, tout ça. Donc on va avoir ce catalogue en lien avec la résilience alimentaire. On va surtout travailler sur, on a un volet qui est le volet, alors comment on l'a appelé? Alimentation durable, donc avec deux formations, une formation sur la réduction du gaspillage alimentaire, notamment, et une deuxième formation sur une sensibilisation à la loi Egalim, pour le coup. Et je me permets de t'interrompre, Johan, parce que Ouais. ton temps est écoulé. Est-ce que Yes, tu as mais pu j'avais aller fini, jusqu'au hein. bout? Écoute, C'est parfait, je super. relis mes petites notes, mais Merci voilà. beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Johan? Pendant que vous réfléchissez, moi j'ai une petite histoire. J'ai eu la chance d'assister à la remise des prix du Bond en avant la Merci. dernière fois. Très très intéressant. Et en discutant petite souris que personne ne connaît avec les gens qui participaient, j'entendais dire que quand même c'était un sacré concours, qui était un concours très difficile. Donc ceux qui gagnent le concours en avant peuvent être très très fiers. Laure, n'hésite pas à pousser les chefs de ton équipe. C'est vrai, Comme ça, ça, tu vas te Laure. mesurer. Et tous d'ailleurs, hein. Si vous avez des Ouais, chefs tout à qui fait. ont de super initiatives, envoyez-les nous, hein. C'est bientôt, c'est en décembre, janvier prochain qu'on va commencer à recruter pour le concours 2026. Pas de questions. Eh bien, écoutez, très bien. S'il n'y a pas de questions, je reprends la parole. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je vous partage juste, pour conclure, déjà vous remercier tous d'avoir été là. Désolée encore pour mon couac à l'ouverture, mais les slides défilaient chez moi, donc je ne pouvais pas voir que ce n'était pas le cas chez vous.
Et je vous mets là à l'écran quelques petits rappels rapides des actualités du CNRA. Donc lundi prochain, c'est notre 3e journée parlementaire au Sénat cette fois-ci. Les inscriptions se clôturent aujourd'hui, donc c'est maintenant ou jamais si vous voulez venir. Il sera toujours possible d'y assister en distanciel. Voilà, le 20 mai prochain à Bordeaux, il y a un événement organisé par le Co-Farming qui est donc partenaire du CNRA. Si vous avez loupé l'info, on l'a annoncé sur le salon de l'agriculture. L'objectif étant d'unir nos réseaux, hein, puisque notre slogan s'unir pour nourrir doit aussi se matérialiser dans nos actions au quotidien. Et puis nous déployons dans les régions. On a un petit apéro bonne humeur cher à notre cœur en Occitanie le 21 mai prochain pour les membres. Le 12 septembre, le comité des adhérents. Et puis nous serons bien sûr présents, porte de Versailles, pour le prochain salon des maires et collectivités locales. Donc, un grand merci. Je vous partage en dernier lieu parce que vous avez eu un panégyrique, on va dire, de formations qui existent, mais on ne vous en a présenté que très peu au regard de tout ce qui existe. N'hésitez pas à consulter le guide de bonnes pratiques pour la résilience alimentaire, dont je vous ai mis le lien dans le chat et que vous retrouvez aussi sur notre site internet, qui va continuer à vous alimenter avec d'autres formations. Pour le coup, il y en a beaucoup, beaucoup plus qui sont visibles, lisibles et dont vous pouvez consulter le site internet par ce biais-là. Et voilà, est-ce qu'il y a des dernières questions? Alors, un replay, il y a tout à fait il y a 2 replays. Donc, on est enregistré en ce moment, donc il y aura un replay du CNRA Pitch que l'on mettra sur le site internet du CNRA. Et également, la journée parlementaire sera enregistrée sur notre chaîne YouTube et donc rediffusée également sur notre site internet pour ceux qui ne peuvent être présents ni en présentiel ni en distanciel. Avez-vous des dernières questions pour que je vous libère pour aller manger? S'il n'y a pas de questions, merci. je vous remercie beaucoup à tous pour toutes ces présentations. Merci aux pitchers, c'était très intéressant. Même si je vous connais, j'en apprends encore toujours plus. Et n'hésitez pas à vous joindre et à rejoindre le CNRA. Un grand merci à tous. Oui, Séverine. Merci à toi, Hermine. Merci beaucoup. Très bonne journée.